Kutaru est un lycéen qui n'est pas seulement laid, mais aussi sans moyens. Il commence à louer une petite chambre et quand il pense que tout va bien, 2 filles envahissent sa chambre. Cela entraîne Kutaru à vivre avec 2 filles, tout en leur faisant des choses de riz. Kaworu finit par s'installer dans son nouvel appartement et son ami Kenji l'aide à déplacer ses affaires. Surprisingly, son propriétaire Shizuka est une fille du même âge que lui. Cette pièce est idéale car Kaworu n'a pas eu à verser de caution et le loyer est de seulement 5000 yens. Après s'être installé, Kutaru parle à son père qui doit également déménager à cause de son travail. Il va ensuite se coucher et ne remarque pas comment sa chambre tremble toute la nuit. Le lendemain, Kutaru est au travail à temps partiel avec Kenji qui lui dit qu'il est probablement hanté. Cependant, il est convaincu qu'aucun fantôme ne peut le faire fuir puisque 5000 yens par mois sont un bon marché qu'il ne lâchera pas facilement. Bientôt, un ouvrier demande à Kutaru de l'aider à un autre endroit et en marchant, Kutaru tombe dans un puits et découvre une statue qui semble pouvoir lui parler disant qu'elle attendait son arrivée. Il s'avère qu'il s'agit d'un rêve et il se réveille à l'hôpital quelques heures plus tard. Le lendemain, Kenji raconte à Shizuka tout ce qui s'est passé et elle semble très respectueuse lorsqu'elle parle à Kutaru. Kenji conseille à Shizuka de ne pas être impoli et de traiter Kutaru comme la merde qu'il est. Après l'école, Shizuka demande à Kutaru de sortir, mais il s'excuse, lui disant qu'il a déjà quelque chose où aller. Kenji informe Shizuka qu'il a rejoint le club de tricot parce qu'il a été invité lors de l'annonce d'admission. D'autre part, Kutaru arrive finalement au local du club et voit la présidente du club assise seule. Harumi le salue et informe Kutaru qu'elle était à l'hôpital hier. Apparemment, son corps est assez fragile et il doit passer des examens réguliers. Après cela, Harumi demande si le club de tricot est une bonne option pour Kutaru, car il y avait plusieurs bons clubs sportifs qu'il aurait pu trouver intéressants. Kutaru répond qu'il a quelque chose à faire et qu'il a besoin des compétences de tricot pour le compléter. En rentrant chez lui, Kutaru remarque une petite fille présente dans sa chambre, planifiant de rendre sa vie infernale cette nuit. Après avoir écouté ses babillages, Kutaru demande pourquoi une fille comme elle est dans sa chambre. Elle panique et questionne Kutaru s'il peut la voir. Il la prend dans ses bras et la jette dehors, mais elle revient immédiatement par la porte. La vue de son visage par la porte surprend Kutaru et il devient un peu tendu. La fille finit par se présenter comme Sani et informe Kutaru qu'elle est la demoiselle spectrale qui habite sa chambre. Sani lui ordonne de quitter sa chambre et attaque quand Kutaru ne suit pas ses instructions. En évitant ces attaques, Kutaru réalise quelque chose mais il est déjà trop tard car il est touché par son attaque. Surprisingly, Kutaru reste indemne car il se protège avec les objets bénis que sa grand-mère lui a donnés. Maintenant, il a quelque chose pour se défendre et juste avant que le combat ne continue, une fille montée sur un balai entre par la fenêtre. La fille se présente comme la magicienne Rainbow Yurika. Il la considère comme une cosplayer mais elle nie être une cosplayer et s'excuse pour avoir cassé leur fenêtre. Elle est venue dans cette chambre car il y a une grande quantité d'énergie magique à l'intérieur qui peut être vraiment dangereuse. Elle prévoit de combattre la magicienne maléfique et de l'expulser de la chambre juste pour être expulsée à la place. Avec le désagrément résolu, ils tentent de continuer leur combat mais ces cris incessants dehors gâchent de l'ambiance et les deux décident d'une trêve temporaire. Finalement, ils la laissent entrer mais ne croient toujours pas à l'histoire de la magicienne. Subitement, le tatami volant et 2 poupées flottantes apparaissent, se présentant elles-mêmes comme Kurama et Kurama. Cependant, elles ne sont pas les seules car une fille talentueuse sort rapidement après. Elle se présente comme Kiria et informe qu'elle est ses membres de la famille Kurano et descendante des humains terrestres. Ce sont des gens qui ont choisi de vivre sous terre il y a quelques siècles. Ils ont récemment découvert le lieu d'un sanctuaire important pour leur peuple et ce sanctuaire se trouve être la chambre où Kutaru loge. Kiria promet à Kutaru de lui donner une grande quantité d'or s'il accepte de quitter la chambre et Kutaru accepte immédiatement. Mais son choix commence à vaciller lorsque Kiria parle de son plan d'invasion du monde souterrain car ils pourront acquérir une énergie éthérique illimitée du sanctuaire. Finalement, Kutaru refuse l'offre, ce qui pousse Kiria à essayer d'autres méthodes. Elle s'approche trop près de Kutaru, le rendant excité. Subitement, un cercle magique apparaît au mur. Une fille nommée Tiami sort et est furieuse qu'il essaie de la rie. Kutaru tente de se défendre, expliquant qu'il n'y avait rien à prendre d'abord. « Je te le dis maintenant, nous ne nous soucions pas. » Cette déclaration rend Tiami encore plus furieuse et elle appelle ses armes. Heureusement, Kurama et Kurama protègent les autres de son attaque. Kutaru essaie d'attaquer Tiami avec sa batte de baseball, mais finit par être aussi inutile qu'à l'accoutumée. Sani profite de l'occasion pour se glisser derrière elle et soulève sa jupe, révélant le complot de Tiami. Tous remarquent le dessin d'un ours et commencent à se moquer d'elle. Cela la pousse à appeler son chevalier robot, lui ordonnant de détruire la maison. Juste avant qu'elle ne l'attaque, une autre fille nommée Ruth sort de la même sphère magique et lui dit que mettre en danger une autre planète est une violation des traités de guerre intergalactiques. Apparemment, le test de Tiami est de faire jurer fidélité aux formes de vie résidant sur Terre.
Subitement, Shizuka entre dans la chambre et perd la tête en voyant l'état lamentable de celle-ci. Après avoir battu tout le monde, elle écoute leurs histoires et suggère de résoudre le problème pacifiquement. Après une discussion calme, tous réalisent qu'ils ne veulent pas partir de l'appartement et doivent résoudre ce problème. Kutaru a une idée et suggère d'utiliser un jeu de cartes pour résoudre ce problème. Kirishao explique les règles et informe que chacun recevra un espace équivalent à un tatami et le reste sera un territoire neutre. Chaque tatami vaut 180 points et le gagnant continuera à prendre des points du perdant, donc en expansion de son territoire. Le premier place prendra des points de la dernière, le deuxième prendra des points du quatrième, laissant le troisième sans gain ni perte de points. La personne qui perd son territoire perd le droit de prétendre à la chambre et ils joueront 5 parties par jour. Après la première partie, Yurika termine dernier tandis que Kutaru termine quatrième. Après avoir terminé les parties, tous retournent chez eux tandis que Yurika choisit de rester dans le placard de Kutaru. Le lendemain matin, Kutaru est en retard pour l'école et Sani explique qu'elle a essayé de le réveiller mais sans succès. Avant de partir, Kutaru laisse Sani en charge de la chambre. Après l'école, Kutaru visite le club de tricot et commence à pratiquer. Harumi apporte du thé pour lui et lui enseigne la façon correcte de tricoter. Après cela, il prend une gorgée de thé et félicite Harumi pour le goût excellent. Yurika traque les deux dans dehors de la chambre et est jalouse de la relation qu'ils entretiennent. Avant de rentrer chez elle, Kutaru discute de son choix de club avec Shizuka et voir les deux d'elles interagir agace Tiamilis qui surveille Kutaru depuis sa salle de contrôle. Ruth conseille Tiami de passer autant de temps que possible avec Kutaru pour augmenter ses chances de succès. Kyrial traque également Kutaru et découvre qu'il aime se détendre. Après être rentré chez lui, Kutaru voit Kutaru en tablier et cuisiner un repas pour lui. Tous se rassemblent pour manger le repas et juste avant de commencer, Sani interrompt et demande à Kutaru de la permettre de posséder son corps. Il finit par l'autoriser et elle se glisse derrière Kutaru et attend qu'il mange. Alors qu'il est là, Yurika sort de son placard et demande qu'on lui permette de manger un peu aussi. « Pourquoi tu me bouscules ?» Au début, tout le monde refuse, mais après avoir vu son visage en larmes, Kutaru permet à Yurika de manger de sa portion. Après avoir pris un morceau, tout le monde félicite Kiria pour avoir préparé un tel repas délicieux. Après le repas, ils jouent aux cartes et cette fois-ci, Kutaru gagne la partie. Kutaru va ensuite aux toilettes et Tiamilis confronte Kiria sur le fait qu'elle ne cuisine pas seulement des repas, mais aussi des complots derrière leur dos. Kiria répond et demande à Tiamilis de lui dire ce qu'elle a ploté. Le lendemain, Kutaru voit toutes les 4 filles admises à son école et intégrées à sa classe. Cela le met en colère car maintenant les filles rendront son vie scolaire un enfer également. Après s'être familiarisées, les filles avertissent Kiriao de se méfier des garçons cultivés et elle agit innocemment, irritant encore plus Kutaru. Ruth et Tiamilis semblent également bien s'en sortir car leurs camarades sont impressionnés par leur japonais. Simultanément, Yurika est toujours une perdante inutile car elle a déjà raté un quiz. Sani dit à Kutaru que les filles peuvent exercer une pression sur lui et il décide de prendre sa revanche. Plus tard, Ruth et Tiamilis marchent devant le groupe le plus dangereux de garçons et Tiamilis ne semble pas effrayé quand ils essaient de provoquer un combat. Heureusement, leurs camarades arrivent et les emmènent loin après s'excuser auprès des garçons. D'autre part, Eureka reçoit une lettre d'une personne inconnue qui veut la rencontrer derrière le bâtiment scolaire. Cela la fait penser que Kutaru pourrait être celui qui a écrit cette lettre et elle commence à croire aux magiciennes. Excitée, elle commence à se diriger vers la localisation mais tombe et chute. Harumi voit sa chute et aide Yurika à se relever. Après cela, elle arrive finalement à destination et une foule de filles l'entoure, l'appelant leur amie car elle est une cosplayer comme elle. Elle essaie de les faire croire que c'est une blague, mais c'est un peu trop tard car les filles la prennent forcément avec elle. Kutaru sourit en regardant depuis un coin et est satisfait de voir combien bien son plan fonctionne. Après ce jour, Yurika commence à gagner les parties de cartes sans équivoque et surprit tout le monde. Finalement, tout le monde est fatigué de jouer aux cartes tous les jours et veut jouer quelque chose de nouveau pour concourir pour l'appartement. Heureusement, Kiria avait prévu cela et a suggéré de participer à la prochaine course Interque Club. En étant le seul homme en compétition, Kutaru est confiant qu'il peut claquer tous les autres. Le lendemain, Kutaru va voir Harumi et lui demande de participer à la course Interque Club avec lui. Apparemment, les étudiants peuvent s'inscrire en paire et chaque paire doit être membre du même club. Harumi mentionne ses problèmes de santé, mais Kutaru répond qu'elle peut simplement arrêter la course dès qu'elle commencera. Seule la meilleure note entre les deux comptera comme leur note principale. Finalement, elle accepte de participer à la compétition et est enthousiaste à l'idée de courir toute la distance plutôt que de s'arrêter au début. Simultanément, les filles du club de cosplayers forcent Eureka à porter des costumes mignons car elles veulent qu'elle porte la même chose lors de la course. Après l'école, Kutaru est sur le point de s'entraîner avec Harumi pour la course. Sani rappelle à Harumi qu'elle peut choisir un participant avant l'événement commence et recevra la même somme de prix qu'en cas de victoire. Elle finit par choisir Kutaru comme sa sélection et la prévient de Kiria et Tiamilis. Tandis que Kiria a choisi l'équipe de course, Tiamilis réussit à manipuler les garçons violents de l'école.
et prévoit d'entrer en compétition avec l'un d'eux. Subitement, Tiamilis reçoit un message de Ruth où elle lui informe sur les 2 objets volants au-dessus de leur école. Ils semblent être les poupées volantes de Kyriaz, et entendre le nom de Kyriaz fait Tiamilis vouloir s'amuser et ordonne au Chevalier Bleu de intercepter les poupées. Heureusement, les poupées sont capables de se défendre et continuent d'attaquer le Chevalier Bleu. Simultanément, Kutaru s'entraîne avec Harumi et la vue des 2 ensemble rend Tiamilis jalouse et questionne la raison pour laquelle il a juré fidélité à elle alors qu'une princesse crevette charmante est devant lui. À ce moment-là, Kyrial arrive et demande à Tiamilis la raison pour laquelle elle attaque les poupées volantes. Tiamilis essaie d'attaquer innocemment en informant Kyrial qu'elle a attaqué uniquement des objets inconnus volant au-dessus de l'école. Apparemment, les poupées ont gagné la bataille mais sont dans un état où elles ne peuvent plus continuer leur travail. Enfin, le jour de la course arrive et tous les concurrents sont rassemblés à la ligne de départ. Enfin, la course commence et Kyria parvient à prendre la tête tandis que tous les autres élèves derrière elle tombent, créant un obstacle pour ceux derrière eux. Diamilis réalise que Kyria doit avoir acheté ses hommes et elle parvient à se frayer un chemin grâce à son délinquant de confiance. Pendant ce temps, Kutaru marque son poignet et franchit la montagne d'élèves après avoir pris Harumi dans ses bras. Leur première tâche est un problème mathématique difficile et Kutaru, étant le moins intelligent, lutte tandis que Harumi prend la tête après avoir répondu à sa question. Après avoir répondu à la question, il rattrape Tiamilis et les 2 atteignent le concours de dégustation. Kutaru commence à manger comme un porc et est moqué par Tiamilis pour cela. Apparemment, Harumi est toujours en train de manger car elle est une mangeuse lente et demande à Kutaru de prendre la tête. Cependant, il se bloque sur Kenji lisant et Kenji passe devant lui avec Shizuka. Simultanément, Harumi avance également et rencontre Yurika qui semble avoir abandonné. Harumi essaie de motiver Yurika en lui disant qu'elle sera déçue d'elle-même si elle abandonne. Harumi aide Yurika en lui demandant de courir avec elle. Pendant ce temps, Kyria est en première position et a atteint l'obstacle final qui consiste à traverser une planche. Kurama suggère de choisir la plus large car elle est plus facile à traverser. Après cela, Tiamilis et Kutaru atteignent l'obstacle 8e et Kutaru choisit celui qui est le plus difficile à traverser. Le délinquant de Tiamilis arrive également et l'aide à traverser l'obstacle. Il se trouve que tous les plats sont remplis d'obstacles difficiles, sauf celui que Tiamilis a choisi. Subitement, certains des élèves passent sur une mine qui explode. Cela choque tout le monde, sauf Tiamilis qui a mis ses mines en place en premier lieu. Malheureusement, les autres concurrents comprennent que le plan de Tiamilis est le plus facile et ils décident tous de prendre cette voie, poussant Tiamilis hors de la planche. Pendant que tout le monde lutte pour survivre, Harumi et Yurika progressent lentement vers la ligne d'arrivée et Harumi informe Yurika qu'elle est déterminée à finir la course pour aider un ami. Malheureusement, ses problèmes de santé la rattrapent et Harumi finit par s'évanouir. Yurika transforme en magicienne et commence à soigner Harumi avec la magie. Heureusement, les 2 finissent par être soignés et récupèrent toute leur force. Kutaru est celui qui est sur le point de terminer la course et semble vraiment épuisé. Il presque atteint la ligne d'arrivée mais tombe à cause de la fatigue avant de finir la course, permettant à Kyria et Tiamilis de passer devant lui. Le dernier obstacle est de terminer la course avec la chose écrite sur le papier qu'ils ont tiré. Les 2 Kyria et Tiamilis ont le travail d'obtenir des tailles de terrain plus petites ou plus grandes que les leurs, ce qui entraîne une confrontation de cow-boys sauvages entre les 2. Yurika et Harumi atteignent également la dernière tâche et Yurika abandonne après avoir tiré le papier avec la tâche de ramener un ami. Cependant, Harumi prétend à son ami, ce qui la rend très heureuse. En fin de compte, Harumi, Yurika et Kutaru terminent la course. En fin de compte, Kutaru, Yurika et Sani sont ceux qui ont remporté la course. Après la course, Shizuka, furieuse des mines, arrive et poursuit Tiamilis pour les avoir installés. Après le shopping, Ruth tourne une roue de chance et gagne un voyage vers un complexe thermal. Après être rentrée chez elle, elle informe Tiami et lui dit comment le bon de réduction lui permet de prendre 6 personnes avec elle. Cependant, Tiami n'est pas vraiment sûre de ramener tous ses animaux. Finalement, elle décide de laisser Ruth prendre la décision et elle invite tout le monde à venir. Erika souhaite venir mais est surprise quand Sani mentionne qu'il n'y a que 6 places et que le total sera 7 si elle vient. Cela la fait se sentir rejetée, mais Kyriam mentionne que Sani est une demoiselle spectrale et qu'ils sont les seuls à pouvoir la voir, ce qui facilite la décision de la laisser venir sans utiliser le bon de réduction. Avec cela dit, tout le monde est prêt à visiter la source thermale et décide de conclure une trêve jusqu'à la fin du voyage. Le même jour, tout le monde visite la boutique de maillots de bain pour acheter de nouveaux maillots pour le voyage. Théa Milis trouve celui qu'elle aime, mais la taille semble un peu trop grande pour une femme musclée comme elle. Pendant que les autres filles font des achats, Kutaru demande à Sani si elle ne prendrait rien pour elle, à quoi Sani répond qu'elle a déjà un maillot de bain pour porter. Kutaru mentionne qu'il se réjouira de voir-le, ce qui rend Sani heureuse. Enfin, c'est l'heure du voyage et tout le monde voyage vers la source thermale sur la navette spatiale de Tiamilais.
Ruth prépare la porte qui les mènera directement à l'auberge. C'était l'idée de Tia Mills d'utiliser la navette spatiale car cela leur ferait économiser de l'argent. Kutaru est impressionné après l'avoir entendu et félicite Tia Mills, mais son compliment se transforme rapidement en insulte à Tia Mills pour être une crevette. Après cela, ils arrivent à l'auberge et sont impressionnés par l'apparence ancienne et sale de celle-ci, loin de tout ce que le bon de réduction leur avait promis. La chambre où ils vont séjourner est encore plus étroite que la chambre de Kutaru de 5000 yens. Ruth s'excuse pour tous les ennuis, mais Kutaru et Tia Mills rassurent chez Ruth que ce n'est pas sa faute. Après avoir jeté un coup d'œil, Sani informe tout le monde qu'il pourrait y avoir des esprits vagabonds dans l'auberge. Heureusement, Shizuka est venue préparer et montra à tous les objets qu'elle avait amenés pour leur sécurité. Kutaru accidentellement pointe la lance vers Sani, ce qui entraîne une bagarre entre eux. Elle essaie d'attaquer Kutaru, mais il lui rappelle les charmes qu'il possède. Après s'être installés, ils se dirigent tous vers la plage voisine et Kutaru remarque la présence de la société de cosplayers là-bas. Apparemment, elles font une réunion de club à proximité et leur disent à Kutaru que Harumi est présente à la plage. Cela rend le simp plus excité pour ce voyage et avant que la société de cosplayers parte, il demande à elle de prendre soin de Yurika. Après que Kutaru ait installé l'ombre, il remarque toutes les filles arrivant après avoir changé en maillot de bain. Elles présentent toutes leurs tenues de bain une par une, mais Kutaru est trop occupé à parler avec Harumi qui est arrivé également. Voyant cela, toutes les filles sont jalouses et décident de le punir. Plus tard, toutes les filles jouent au volleyball dans la mer. Après avoir enterré Kutaru dans le sable, il demande à Harumi de l'aider, mais elle refuse et commence à le taquiner au lieu de cela. Le match de volleyball se termine quand Sani frappe la balle dans le visage de Yurika et elle décide de libérer Kutaru du sable. Juste avant de le libérer, les filles remarquent qu'il jouit de son temps avec Harumi une nouvelle fois, ce qui les pousse à vouloir punir Kutaru encore plus fort. Ceci étant dit, elles ont placé une pastèque juste à côté de son visage et ont commencé un jeu, éclate la pastèque. La joueuse a les yeux bandés et les autres filles la dirigent volontairement pour qu'elle frappe la vilaine figure de Kutaru plutôt que le fruit. Pendant le jeu, Kutaru aperçoit deux drôles de types qui fondent sur eux et capturent Tia Mills à l'aide d'un filet. Leurs agissements mettent Kiria et Shizuka hors d'elle et elles finissent par les ensevelir dans le sable elles aussi. Plus tard, tout le monde savoure pleinement son moment aux sources chaudes et Kutaru estime que la journée fut vraiment formidable, surtout après sa rencontre avec Harumi. De son côté, Tia Mills explique à chacun pourquoi elle tient tant à cet appartement, précisant qu'elle souhaite préserver l'honneur de sa mère. Sani se trouve dans une situation comparable, désirant attendre ses parents dans cette même pièce. Étonnamment, Yurika a elle aussi une raison tout à fait valable et a besoin de cet appartement car elle doit la vie à quelqu'un. Il semblerait que cette personne lui ait sauvé la vie, se blessant à sa place. La seule et unique raison pour laquelle elle endosse le rôle de Magical Girl est entièrement dédiée à cette personne. Pendant ce temps, Kyrial souhaite ardemment que les habitants de la Terre puissent à nouveau prospérer, ce qui plonge Ruth dans un profond embarras. Cependant, paisiblement, lorsque Kutaru, dans son sommeil, en fait d'un scarabée, se retourne et roule sur Ruth. L'insecte se repose tranquillement. Cela la met hors d'elle et elle le réveille brusquement, ce qui le contraint à s'excuser auprès des filles par la suite. Il leur raconte alors le rêve qu'il faisait et l'idée qu'un simple scarabée puisse être plus important, qu'elle rend Ruth absolument furieuse, le faisant expulser de la pièce. Alors qu'il se promène sur la plage, il croise Kiria, assise là, toute seule. Elle confie à Kutaru qu'elle aime quelqu'un mais qu'elle ne l'a pas revu depuis un bon moment. Sani les aperçoit et décide de leur jouer un tour. Cependant, le charme finit par frapper et blesser Sani par accident. Elle lui demande alors pourquoi il transporte de tels charmes et en vient à la conclusion qu'il ne souhaite peut-être plus du tout qu'elle reste. Le lendemain, Sani ne lui adresse toujours pas la parole, bien que Kutaru se soit déjà excusé. Peu de temps après, ils se remettent à se disputer et finalement, Sani fait clairement savoir à Kutaru qu'ils sont désormais ennemis. Kutaru acquiesce et elle quitte l'auberge, les larmes aux yeux. Plus tard dans la journée, Sani est assise seule, repensant à tout ce qu'elle a pu dire à Kutaru. Les deux drôles de types la suivent à la trace, tapis dans l'ombre et trouvent de l'occasion rêvée de la capturer. Kutaru, lui aussi, part à la recherche de Sani et croise Harumi. Pendant ce temps, Yurika cherche également Sani quand elle entend sa voix et aperçoit les étranges individus l'enlever, aidés par un autre esprit errant qu'ils utilisent. Les deux individus se présentent comme des chasseurs de fantômes et expliquent à Sani qu'ils capturent et revendent les esprits. Yurika l'observe se faire agresser de loin et elle est terrifiée à l'idée de sortir pour affronter ces créatures vraiment effrayantes. Cependant, elle se remémore alors qu'une Magical Girl se doit de défendre ce qui est juste et elle se transforme en Magical Girl. Malheureusement, le club de cosplay la surprend vêtue de sa tenue de Magical Girl et l'embarque aussitôt. Pendant ce temps, Kutaru raconte à Harumi tout ce qui s'est passé et à quel point il ne comprend pas son comportement. Harumi lui répond qu'elle est tout à fait consciente des sentiments de Sani. Sani est emmenée vers un autre lieu et tente de protester, mais le fantôme qui l'a capturée lui intime de se taire et d'attendre, car elle pourrait bien trouver un maître qui lui offrirait un foyer douillet. Cependant, Sani réplique qu'elle a déjà un endroit tout à fait agréable. Le fantôme lui fait comprendre qu'elle est très probablement
une véritable Le fantôme conseille à Sani d'accepter la vérité, ce qui pousse Sani à remettre la raison en question pour ses laquelle propres les sentiments. humains Pendant vendent ce des temps, chars Harumi et demande à justement Kutaru de ce qu'il pouvoir se ressentirait débarrasser d'eux. si elle venait à informer tout le monde qu'ils ne sont que de simples étrangers réunis par hasard dans le même club. Il répond qu'une telle chose doit forcément faire mal, se rappelant qu'il a lui-même agi de la même manière envers Sani. Kutaru remercie Harumi pour ses précieux conseils et repart à sa recherche pour finalement tomber sur Yurika en plein enlèvement par le club de cosplay. Elle révèle enfin à Kutaru tout ce qui est arrivé à Sani et il s'en va précipitamment sans même la sauver des griffes du club de cosplay. De retour à l'auberge, il informe les autres filles du sort de Sani et rassemble toutes les armes possibles pour aller la secourir. Afin de localiser l'endroit où elle a été emmenée, Shizuka sort son détecteur de fantômes vintage, mais celui-ci explose en pleine figure du pauvre malheureux dès le début. Par la suite, Kiria décide de faire appel à ses poupées et parvient à découvrir sa position exacte. Elles décident toutes d'apporter leur aide à Sani, et sur ces mots, elles se mettent toutes en route. Pendant ce temps, Sani est enfermée à l'intérieur d'un tube de verre, et la jeune fantôme lui fait comprendre que personne ne viendra la sauver. Elle assure à Sani que Kutaru l'a forcément trahie, ayant elle-même traversé une épreuve comparable. Soudain, les alarmes retentissent, et les chasseurs de fantômes réalisent que Kutaru et les autres ont bel et bien infiltré leur repère. Ils se débarrassent de tous les gardes postés à l'entrée, et au même moment, Yurika réussit à s'échapper et se dirige elle aussi vers Sani pour la sauver. Une fois Kutaru entré dans la pièce, Sani se met à le railler d'être venu à son secours, arguant qu'elle n'avait absolument pas sollicité son aide. Cela le met hors de lui, et alors qu'il s'apprête à répliquer, les chasseurs de fantômes, ces êtres si cultivés, font leur apparition et lui barrent d'Oko la route. Ils menacent de les livrer à la police, mais les chasseurs de fantômes font remarquer aux filles qu'il n'existe aucune loi de ce genre pour les esprits. Kiria et Tiamilis ont toutes deux déployé leur pouvoir pour attaquer la jeune fantôme et les deux drôles de types. Les voyant se battre, Sani se met à croire en eux et leur accorde sa confiance. En voyant la nouvelle venue la trahir à son tour, le fantôme perd complètement la tête et libère alors sa véritable puissance. Tous ces esprits subalternes fusionnent pour former un unique grand esprit, suffisamment puissant pour donner du fil à retordre aux jeunes filles. Au moment précis où le fantôme s'apprête à absorber Sani, Kutaru surgit et attaque sa main, ce qui le projette violemment contre un mur. Le fantôme s'en prend également aux autres filles et s'apprête à dévorer Sani. Kutaru refuse d'abandonner et fonce sur le fantôme, ses charmes à la main. Il attaque l'esprit et au même instant, Yurika amplifie sa puissance d'attaque grâce à ses sorts, rendant l'assaut encore plus dévastateur. Le fantôme avertit Kutaru qu'il ne devrait pas attaquer avec Riz, car cela risquerait de blesser le corps de Sani qui se trouve à l'intérieur d'elle. Cependant, Kutaru réplique que le charme ne fera aucun mal à Sani. Il lance alors le charme sur le fantôme et réussit à le vaincre, sauvant Sani qui en ressort absolument indemne. Il manipule le charme sans se blesser pour se rendre compte que celui qui l'a lancé est spécialement conçu pour protéger sa propre famille. Cela fait prendre conscience à Sani que Kutaru la considère comme un membre de sa famille, malgré leur statut d'ennemi, ce qui la fait finalement fondre en larmes. Les autres filles commencent à réprimander Kutaru pour avoir fait pleurer Sani, mais celle-ci dissipe rapidement le malentendu et le remercie pour tout ce qu'il a accompli. De retour, Kutaru confie à Harumi qu'il a réussi à se réconcilier avec l'ami dont il lui avait parlé et la remercie chaleureusement pour ses conseils. De manière surprenante, cet événement a rapproché Sani encore davantage de Kutaru et elle le taquine et le suit partout où il se rend. De retour au vaisseau spatial, Ruth apporte du thé à Tiamilis et constate qu'elle est plongée dans la lecture du même livre, comme à son habitude. Tiamilis confie à Ruth que c'est un cadeau de sa mère et qu'il représente absolument tout pour elle. Le livre qui la passionne tant s'intitule La légende de la princesse d'argent et du chevalier bleu. De retour dans la modeste chambre, Kutaru sollicite les filles pour qu'elles rédigent un scénario pour le club de théâtre, car son meilleur ami Kenji en a cruellement besoin. Il semblerait que Kenji se soit moqué de Kutaru auparavant, et ce dernier souhaite désormais faire ses preuves. La date limite est fixée à la fin du mois, et Kutaru décide de dédommager les filles pour le temps qu'elles y consacreront. Il offrira 5 points à celle qui contribuera au scénario, et 20 points à la personne dont le script sera finalement choisi. Kyrial souligne que c'est une proposition plutôt généreuse de la part de Kutaru, car même si aucun script n'est retenu, il perd tout de même 20 points et 40 si l'un d'eux est sélectionné. Après avoir écouté l'explication, Yurika décide de lui prêter main forte car étant déjà sur place, elle n'a de toute façon rien à perdre. De surcroît, Tiamilis et Sani, en compagnie de Kyrial, comptent également l'assister et lui dérober ses précieux points. Plus tard, chacun se met au travail sur son propre scénario, à l'exception de Tiamilis qui préfère jouer ayant déjà précisément en tête le genre de script qu'elle rédigera. Peu de temps après, Yurika fait son apparition et informe Kutaru que la vice-présidente de leur club est en plein déménagement et qu'elle lui a demandé de prendre soin de son animal de compagnie le temps qu'elle s'installe. Elle leur présente alors l'animal qui s'avère être, paraît-il, un scarabée géant. La vue du scarabée rappelle à Tiamilis à quel point Ruth s'est mise à détester ces insectes après cette journée passée aux sources chaudes. Elle explique à Kutaru qu'il est impératif de dissimuler cette information à Ruth car elle serait absolument furieuse si elle venait à apercevoir l'insecte. Alors que Yurika explique à Kutaru que le scarabée pourrait devoir rester plusieurs mois, Ruth fait son retour. Tiamilis et Kutaru emmènent l'insecte dans le placard, le dissimulant de justesse à Ruth. Le soir venu, Sani aide Kutaru à rédiger une histoire et lui confie qu'elle aimerait écrire quelque chose de non-fiction. Il semblerait que ses parents se soient enfuis et elle désire à donc raconter à tous la véritable histoire de ses parents sous la forme d'une pièce de théâtre. Soudain, la porte du placard s'ouvre et Yurika sollicite l'aide de Kutaru, lui faisant savoir que le scarabée l'empêche de dormir paisiblement à cause de ses incessants déplacements.
Kutaru l'autorise à rester dans la chambre plutôt que dans le placard jusqu'à ce que la vice-présidente le récupère. De son côté, Tiamilis est elle aussi affairée à la rédaction du script et lorsqu'on lui demande si elle est trop fatiguée, elle répond qu'elle se doit de produire une œuvre à la hauteur du niveau intellectuel de la planète. Soudain, l'alarme de son vaisseau se déclenche et Ruth informe Tiamilis qu'une secousse spatio-temporelle a été détectée dans les environs. Finalement, un mois s'est écoulé et le moment est venu de mettre à l'épreuve le scénario de chacun. Au bout du compte, Tiamilis remporte la victoire et Kutaru ne peut absolument pas digérer qu'une crevette comme elle ait réussi à le surpasser. Après avoir gagné la compétition, Tiamilis se moque ouvertement de tous les perdants qui tentent de se consoler. Les préparatifs du festival culturel ont débuté et Ruth informe Kutaru de l'intrigue choisie par Tiamilis ainsi que du déroulement du spectacle théâtral. Finalement, elle sollicite Kutaru pour qu'il apporte son soutien inconditionnel à Tiamilis car elle a fourni un travail acharné et il accepte volontiers. Lors de la distribution des rôles pour la pièce, Tiamilis n'apprécie guère les filles de présentes à l'audition et désire quelqu'un d'apparence plus fragile. Yurika demande à incarner la princesse, mais Tiamilis l'ignore totalement et continue de se lamenter qu'aucune fille ne soit à la hauteur du rôle. Heureusement, Kutaru connaît une jeune fille qui serait absolument parfaite pour ce rôle. Au même moment, il sollicite Tiamilis pour qu'elle attribue à Yurika un rôle plus valorisant que celui d'un simple cheval. Elle finit par décrocher le rôle d'une bandit et se montre satisfaite de cette petite amélioration. Peu de temps après, Harumi se rend dans la pièce et Kutaru annonce à tous que c'est bien d'elle qu'il parlait. Par la suite, ils se dirigent tous deux vers le toit et Harumi y répète ses répliques avec Kutaru, qui incarne temporairement le chevalier bleu. Une fois leur répétition terminée, le président du club fait l'éloge de leur talent et confirme à Harumi qu'elle est bel et bien la personne idéale pour ce rôle. À une semaine du festival culturel, Kutaru se promène dans l'enceinte de l'école et aperçoit Tiamilis ensevelie sous une pile d'objets. Elle sollicite l'aide de Kutaru et lui explique qu'elle tentait de ramener le sac rempli d'accessoires à la salle du club mais qu'elle ne parvenait pas à en supporter le poids. Kutaru lui prête main forte et confie à Tiamilis qu'il est ravi de l'avoir travaillé avec autant d'ardeur. Cela rend Tiamilis particulièrement joyeuse et elle perçoit alors des similitudes frappantes entre Kutaru et le chevalier bleu de ses rêves. Plus tard dans la journée, Harumi tente de répéter avec Kenji, mais elle ne parvient pas à jouer avec la même aisance qu'avec Kutaru. Il intervient et sollicite le président du club pour qu'il le laisse répéter avec Harumi, le temps qu'elle s'habitue à la scène. Étonnamment, cette fois, leur prestation est plus embarrassante que jamais, au point que Tiamilis a l'impression d'assister à une véritable conversation entre la princesse et le chevalier bleu. Après la répétition, Kyrial suggère à tous de confier le rôle du chevalier bleu à Kutaru plutôt qu'à Kenji, étant donné que Harumi est bien plus à l'aise en jouant avec lui. Tout le monde est d'accord, y compris Kenji, et Kutaru décroche finalement le rôle principal. Tiamilis confie à Kutaru qu'il ressemble au chevalier bleu plus que quiconque et elle décide de le métamorphoser en la version idéale du chevalier bleu avant la représentation. Pendant qu'il s'entraîne, une jeune fille épie Tiamilis, songeant à la manière dont elle s'assurera que sa pièce n'aura pas de fin heureuse. Après s'être entraînée un certain temps avec Tiamilis, Kutaru ne parvient toujours pas à assimiler les rudiments et elle ne cesse de le réprimander pour son incompétence flagrante. Elle tente ensuite de lui enseigner l'art de dégainer une épée, mais il s'avère que Kutaru est incapable d'y parvenir, ce qui incite Tiamilis à redoubler d'insultes à son égard. Par la suite, il décide de faire une brève pause et d'évoquer à quel point l'armure originale du chevalier bleu sied à merveille à Kutaru. Ruth informe alors Tiamilis qu'un vaisseau Ford Wharton a fait son apparition aux abords de la Terre. Tiamilis comprend qu'il s'agit de Shirley Klein, la seconde princesse héritière de l'Empire galactique Fordwarth. Ceci étant dit, ils reprennent leur entraînement après cette brève interruption. Pendant ce temps, Yurika et Sani veillent sur le scarabée lorsque soudain, Ruth fait son apparition. Elles paniquent toutes les deux mais poussent un soupir de soulagement en réalisant que Ruth n'a absolument aucune idée que cet insecte est un scarabée. Le lendemain, Kutaru poursuit son entraînement avec Harumi et Tiamilis ne cesse de lui faire remarquer qu'il dégaine toujours aussi mal. Il semblerait que Kyrial ait repris un rôle dans la pièce, la personne initialement prévue étant tombée malade. Plus tard, le président du club souhaite organiser une répétition générale et tandis qu'il s'y prépare, Kutaru aperçoit une jeune fille inconnue passer devant lui, ce qui éveille sa curiosité quant à son identité. Durant la répétition générale, Tiamilis les a observés jouer et a constaté que la scène lui paraissait d'un réalisme saisissant, la poussant à se demander pourquoi elle n'était pas celle qui incarnait la princesse. En les regardant jouer, Kyrial réalise que Kutaru prononce les mêmes mots que l'homme qu'il aime lui a autrefois adressés. Soudain, des projecteurs s'effondrent sur Tiamilis et par chance, Kutaru réussit à la sauver in extremis. Kyria découvre un crochet au sol et en déduit que ce n'était pas un accident, mais bien un acte délibéré. De retour à la maison, chacun est convaincu que c'est l'œuvre de Clan. Ruth explique que Tiamilis et Clan ont toujours été des rivales, constamment en conflit. Tiamilis précise alors que Clan doit trouver un moyen de lui nuire en toute discrétion, car si ses agissements étaient révélés, son droit d'accéder au trône pourrait lui être retiré. L'entraînement pour la pièce se poursuit et finalement tout est prêt. Le président du club autorise chacun à profiter de la fête et à se reposer en vue de la représentation du lendemain. Malheureusement, Kutaru n'est pas autorisé à prendre part à la fête, Tiamilis le contraignant à perfectionner encore son jeu d'acteur pour la pièce. Harumi les observe s'exercer et réalise que Kutaru ne se comporte jamais ainsi en sa présence.
Plus tard, Yurika rentre chez elle et trouve Ruth en train de préparer le dîner. Yurika commence à nourrir le scarabée et Ruth, qui regarde la télévision, découvre alors la véritable identité de l'insecte que Yurika est en train de nourrir. Cela la pousse à poursuivre Yurika, qui protège le scarabée de toutes ses forces. Pendant ce temps, Kutaru et Tiamilis continuent de s'exercer tandis que tout le monde se met à danser dehors, à la fête. Kutaru lui propose de danser mais il ne cesse de faire des erreurs et de lui marcher sur le pied. Les autres filles se rendent également au gymnase pour observer les deux s'affronter lorsque Yurika arrive en courant. Elle informe tout le monde que Ruth la poursuit et Shizuka propose de se dissimuler dans le débarras. Ruth finit par arriver et la vue de la princesse dansant avec Kutaru la ramène à son état normal. De façon inattendue, Kurama et Kurama informent Kiria qu'une distorsion spatiale a été détectée à l'intérieur du gymnase. Peu de temps après, Clan se dévoile et brandit une arme, ce qui fait comprendre à Ruth qu'elle a employé un matériau indétectable par Four Worth. Pendant ce temps, Kutaru réfléchit calmement à la situation, cherchant à déceler les véritables motivations de Clan. Tiamilis, elle, entre dans une rage folle et tente d'utiliser ses pouvoirs. Kutaru comprend alors quelque chose et essaie d'arrêter Tiamilis, mais il est malheureusement un peu trop tard et son équipement explose. Par chance, Kutaru réussit tout de même à la préserver de blessures sérieuses. Kiria informe alors tout le monde que la princesse Intello a minutieusement tendu un piège, provoquant une explosion dès la matérialisation de l'arme de Tiamilis. Par la suite, Kutaru demande aux poupées et à Sani de protéger Tiamilis pendant qu'il s'élance pour affronter Clan. Celle-ci érige un bouclier devant elle, mais il commence à se fissurer sous les coups de l'épée de Kutaru. Cela surprend énormément Clan car une épée réplique ne devrait absolument pas posséder les mêmes pouvoirs que la véritable épée signaltine. Clan tente de tirer son arme sur Kutaru, mais Sani se précipite et exécute également un tulipe sur Clan, révélant ainsi son plan chaton. Cela offre à Kutaru l'opportunité de trancher son arme en deux. Clan entre dans une fureur encore plus grande et commence à déployer ses pouvoirs originels pour ramener Kutaru à bord de son vaisseau. À cet instant précis, les poupées apportent le gadget que Clan a employé pour faire exploser les armes de Tiamilis et l'utilisent de contre Clan. Une déflagration retentit et elle réussit à s'échapper. Tiamilis décide de ne pas la pourchasser et pardonne à Kutaru d'avoir brisé l'épée qu'elle lui avait offerte. Clan réussit à se dissimuler dans le débarras et tente d'utiliser ses pouvoirs une fois de plus, mais Yurika, qui s'y cachait déjà, tombe sur Clan, la faisant perdre connaissance. Le lendemain, Kutaru dort paisiblement dans sa chambre après la clôture du festival culturel et Tiamilis ainsi que Ruth lui rendent donc visite. Elle le récompense d'avoir sauvé sa vie en lui conférant l'honneur de la chevalerie royale. Elle fait de lui son propre chevalier bleu personnel, tandis qu'il dort paisiblement, sans le moindre souci. À l'école, Yurika tente de persuader le club de cosplay qu'elle est réellement une magical girl et non une simple adepte du cosplay, mais comme à l'accoutumée, personne ne la croit un seul instant. Une fois les membres du club partis, Kutaru réconforte Yurika en lui affirmant qu'elle est une excellente cosplayeuse, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Plus tard en classe, le professeur présente une nouvelle élève et Yurika reconnaît immédiatement son identité. Elle se précipite vers Maki, la nouvelle élève, et lui offre une chaleureuse étreinte. Yurika confie ensuite à Kutaru que Maki est l'une des magical girls qui désire de s'emparer de sa chambre. Après la classe, Sani complimente Yurika d'avoir une amie qui adhère à son récit de magical girl. Sani ne semble toujours pas croire un seul mot de ce qu'elle raconte, mais Kutaru conseille à Yurika d'ignorer tous les sceptiques. Au milieu de tous les fantômes, terriens et extraterrestres avec lesquels il doit composer, son étrange passe-temps est la seule chose qui fait d'elle une bouffée d'air frais tout à fait normale. Après le départ de Kutaru et Sani, Maki rend visite à Yurika et la confronte, lui reprochant de croire qu'elle possède suffisamment de pouvoir pour l'affronter. Elle ajoute que Yurika est le seul obstacle sur sa route car la blessure que son amie Nana lui avait infligée est désormais entièrement cicatrisée. Elle reproche également à Yurika d'avoir intégré un club de cosplay pour dissimuler son identité. Yurika tente de s'y opposer, mais Maki n'écoute absolument rien de ce qu'elle dit et décide de rejoindre le club de cosplay elle aussi. Plus tard, Harumi rend visite à Yurika et lui dit qu'elle veut se rapprocher de Kutaru, pas d'une manière normale mais bien plus intimement. Apparemment, elle désire le même traitement qu'il accorde à Tiamilius ou à Yurika. Cependant, elle confie à Harumi que Kutaru est un crétin qui aime frapper les filles sur la tête. Mais elle se souvient vite de toutes les fois où Kutaru avait été gentil avec elle, la convainquant finalement d'aider Harumi. Pour commencer, elle prête à Harumi un roman d'amour et lui demande de sortir avec Kutaru. En entendant le mot rendez-vous, Harumi est toute troublée. De retour chez elle, Yurika découvre que toutes les filles de Kutaru organisent une fête pour Maki qui a rejoint leur classe. Iruka dit à tout le monde de la chasser car elle pourrait recueillir toutes les données nécessaires pour leur voler cette pièce. Voyant l'expression sérieuse sur son visage, Kutaru écoute son raisonnement mais ils sont interrompus quand Kenji arrive et ramène Kutaru à la salle de fête. Par coïncidence, il a apporté des collations dont le nom commence par rhinocéros, ce qui rappelle à Ruth le scarabée rhinocéros, la mettant en colère une fois de plus. Pendant que Kutaru tente de retenir Ruth, Sani et Teomili disent à Yurika de laisser tomber l'accusation et de laisser Maki profiter de la fête. Cela pousse Yurika à s'enfuir en pleurant car personne ne semble la croire. D'un autre côté, Harumi songe à un rendez-vous avec Kutaru quand elle remarque Yurika assise seule. Elle raconte à Harumi comment aucun de ses amis ne semble la croire. Après avoir tout entendu, Harumi lui conseille de rester persévérante jusqu'à ce que ses paroles les atteignent. Iruka comprend le conseil d'Harumi et rentre chez elle. Le lendemain matin, elle refuse d'aller à l'école avec Kutaru et Kiria, prévoyant de venir seule plus tard.
pour plus de sécurité, Kiria laisse Kurama et Kurama à la maison pour surveiller Yurika. Après leur départ, Yurika enfile son cosplay enfantin et révélateur, puis sort. À l'école, Ruth informe tout le monde que l'école prévoit une autre pièce l'année prochaine et souhaite qu'ils fassent une suite à leur spectacle du Chevalier Bleu. Ensuite, Kurama informe Kiria que Yurika s'est enfuie quelque part dans son cosplay. Une fois que Kurama a fini de localiser sa position, Kutaru décide de la suivre lui-même plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le faire. Pendant ce temps, Yurika affronte enfin Mika dans un bâtiment en construction. Avant le début de la bataille, elles déploient toutes deux un sort magique qui empêche les autres d'entrer dans la zone. Cela fait, la bataille commence et Kutaru parvient également à trouver l'endroit où les deux se battent. Il réussit à entrer dans la barrière, contrairement à Sani. Il lui saisit ensuite la main, ce qui lui permet d'entrer aussi dans la barrière. Pendant leur combat, Maki assène un coup de poing à Yurika, la projetant contre le mur. Simultanément, Kutaru et Sani arrivent et les voient rentrer dans la barrière surprend Maki. Kutaru demande à Yurika de rentrer chez elle car elle ne devrait pas livrer de telles batailles. Maki en conclut que Kutaru est un mage qui a aidé Yurika à obtenir le pouvoir qu'elle possède et elle commence à considérer Kutaru comme son ennemi. Maki décide de s'occuper d'abord de Yurika et de finir Kutaru plus tard. Elle attaque ensuite Yurika et court pour lui asséner un coup de pied, mais Kutaru parvient à la sauver de justesse. Maki fait alors apparaître Harumi, qu'elle a prise en otage. Elle a jeté un sort sur son corps, qui fait perdre à Harumi tout contrôle d'elle-même. Maki leur lance alors une pluie de pierres, mais Yurika défend Kutaru en levant un bouclier. Après avoir tout vu, Kutaru croit enfin que Yurika est une Magical Girl et décide de sauver Harumi avec elle. Cependant, il n'était jamais sa cible et elle attaque Harumi à la place. Heureusement, Yurika se place devant Harumi à la dernière seconde et encaisse les attaques, sauvant Harumi d'être touché. Après avoir encaissé l'attaque, Yurika perd connaissance et ne se réveille pas même après que Kutaru l'appelle sans cesse par son nom. Kutaru se relève alors et promet de ne plus laisser Maki toucher Yurika. Soudain, les cheveux d'Harumi deviennent blancs et un symbole apparaît sur son front. Elle utilise ses pouvoirs pour créer une épée et la tend à Kutaru. Il la prend volontiers sans poser de questions et est maintenant prêt à affronter Maki. Elle commence par lui lancer des attaques électriques, mais il les gère facilement et commence à prendre le dessus. Maki décide alors de battre en retraite et de s'emparer du pouvoir résidant dans sa chambre, car il sera nécessaire pour vaincre quelqu'un comme lui. Harumi reprend également conscience et Kutaru la rassure en lui disant que Yurika va parfaitement bien et n'est que inconsciente. Harumi raconte ensuite à Kutaru que la dernière chose dont elle se souvient est Yurika frappée par l'attaque et qu'elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé après. Peu après, Yurika reprend également conscience. D'un autre côté, le reste des filles les attend à l'école et discutent du fait qu'ils ne sont toujours pas revenus. Tiamilis semble inquiète et Kurama propose d'aller les chercher pour elle. Cela embarrasse Théamilis qui s'éloigne en affirmant qu'elle se fiche complètement d'une propriétaire de chambre à 5000 yens. Elle continue ensuite à travailler sur la suite du Chevalier Bleu et veut que la princesse et le Chevalier Bleu tombent amoureux l'un de l'autre. Cependant, elle commence à se considérer comme la princesse et l'idée de l'embrasser Kutaru la trouble. Pendant ce temps, après avoir entendu ce qui s'est passé, Yurika suggère de suivre Maki, car elle est certaine que Maki se dirige vers la chambre de Kutaru. Néanmoins, Kutaru conseille à Yurika d'attendre un peu et de récupérer ses forces, car ils ne gagneront rien à se précipiter dans une bataille pour finalement perdre. D'un autre côté, Maki est déjà présente dans la pièce et tente de décoder la magie qui a créé l'épée de Kutaru, voulant en prendre le contrôle. Pendant qu'ils attendent que Yurika retrouve ses forces, elle raconte son histoire à Kutaru et Harumi. Yurika a toujours eu un talent pour la magie et a été un jour attaquée par une bête qui a senti son potentiel. La Magical Girl venue à son secours n'était autre que Nana. Yurika voulait rembourser Nana de lui avoir sauvé la vie et a commencé à l'aider de toutes les manières possibles. Apparemment, Nana était une archi-sorcière pour Rainbow Heart, l'armée verserienne du royaume. De plus, Yurika les informe que c'est de sa faute si Nana a fini par perdre ses pouvoirs magiques. L'organisation à laquelle Maki appartient a pris Yurika en otage il y a 8 mois et Nana a été gravement blessée en essayant de la protéger, libérant finalement toute sa magie pour vaincre Maki et les autres. C'est la raison pour laquelle Yurika a décidé de prendre sa place et d'utiliser le costume et le bâton que Nana utilisait autrefois. Après l'arrêt de la pluie, Kutaru ramène Yurika sur son dos et sur le chemin du retour, il lui dit qu'elle était une fille normale pour lui parmi tous les excentriques qui avaient envahi sa maison quelques mois auparavant. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas croire aux histoires de Magical Girl et souhaitait que Yurika soit une camarade de classe normale. Finalement, Maki réussit à prendre le contrôle de la magie qui réside dans la chambre de Kutaru et est confiante de pouvoir maintenant le vaincre. À cet instant précis, Kutaru et Yurika entrent dans la pièce et leur combat commence. Kutaru lui donne du fil à retordre grâce à l'amélioration que Yurika lui a donnée. Peu après, Yurika rejoint également la bataille et défend Kutaru des attaques que Maki lui lance.
Elle utilise ensuite un autre type de magie et Yurika avertit Kutaru de ne pas se laisser frapper par le bâton car cela scellerait ses souvenirs pendant quelques secondes. La bataille continue et Kutaru trouve une opportunité de donner un coup de pied à Maki, mais il tombe dans son piège et elle utilise la magie de la pièce sur Kutaru. Maki attaque alors Kutaru avec une lame gigantesque, mais Yurika parvient à lever un bouclier, finissant par perdre connaissance après n'avoir pas pu se défendre complètement. Maintenant que Kutaru n'a plus aucun moyen de se défendre, Maki crée une autre lame, mais elle est arrêtée net lorsque Kiriya rejoint la bataille. Kurama et Kurama créent un bouclier qui parvient à dévier son attaque. Le reste des filles arrivent également et cette fois Thea Millie s'avance pour affronter Maki. Elle ordonne au Chevalier Bleu de faire pleuvoir des attaques laser sur Maki. Même si Maki parvient à se défendre de toutes ces attaques, cela crée un trou dans sa barrière. Thea Millie essaie alors d'utiliser l'arme principale parce qu'elle est furieuse contre Maki pour avoir tenté de blesser Kutaru. Cependant, elle est interrompue lorsque Shizuka interroge la personne responsable d'avoir ruiné sa maison. En découvrant que c'est Maki, elle se jette sur elle et assène un uppercut à la propriétaire, ce qui entraîne la défaite complète de Maki. Elle utilise ensuite un autre sort et disparaît, et étonnamment, ce sort fait oublier à tout le monde ce qui vient de se passer, les ramenant à ne plus croire que Yurika est une magical girl. De retour à la cachette de Darkness Heart, Maki informe les autres membres que Yurika a maintenant rassemblé sa propre équipe et que Kutaru est la personne dont ils doivent le plus s'inquiéter. Le lendemain, Harumi a enfin un rendez-vous avec Kutaru et Yurika, accompagnée de Kenji, vient aussi pour éviter qu'Harumi ne se sente mal à l'aise ou gênée. Après le rendez-vous, Kutaru demande à Yurika pourquoi elle semble abattue, ce à quoi elle explique que les gens qui avaient enfin commencé à la croire ont tout oublié une fois de plus. Kutaru dit alors à Yurika qu'il se fiche qu'elle soit une cosplayeuse ou une magical girl. Il se souvient étonnamment de bribes de son sauvetage d'Harumi et lui fait savoir que tout le monde ne sauve pas les autres, qu'ils soient magical girls ou cosplayeuses. En entendant cette déclaration, elle pleure et accepte d'être une camarade de classe normale et une squatteuse dans l'appartement de Kutaru. Toute l'équipe de protection de la Terre est présente dans sa cachette lorsque les professeurs les informent de l'attaque imminente des Terriens et leur ordonnent de protéger les habitants de la surface. Il y a quelques jours, Kyrial a demandé à tout le monde de lui prêter main forte pour le prochain spectacle pour enfants. Apparemment, ils sont une équipe de super-héros locales et l'organisation de jeunesse du quartier a demandé son aide car ils organisaient le spectacle. Elle a accepté les requêtes et leur a demandé de jouer dans le spectacle qui doit avoir lieu dans 3 jours. Elle leur dit en outre qu'ils n'ont qu'à divertir les enfants et non à réaliser une performance parfaite. Thea Millie est la première à accepter la proposition car elle est ravie de saisir cette opportunité et d'entraîner Kutaru encore plus loin. Kiriya dit ensuite à Kutaru qu'Harumi y participera également, ce qui augmente son niveau de motivation. Finalement, l'heure du spectacle arrive et Kutaru, avec Kiriya et Thea Millie, joue le rôle des méchants du spectacle. Les enfants commencent à se moquer de Thea Millie, la traitant de crevette qui ne pourra jamais vaincre leur héros. Elle devient furieuse et commence à crier sur les enfants, mais Sunny l'arrête et demande à Thea Millie de se concentrer sur ses répliques. Kutaru descend alors de la scène et enlève Harumi de force, jouant le rôle du méchant à la perfection. Il annonce que la jolie fille sera sienne désormais et appelle son cheval. Apparemment, Yurika est celle qui joue le rôle du cheval et elle arrive sur scène, prête à les emmener au lieu du mariage. Harumi dit, embarrassée, à Kutaru qu'elle n'est pas encore prête pour le mariage. Cela fait que l'enfant se demande pourquoi la fille semble si heureuse d'épouser un méchant, ce à quoi son ami explique que les filles aiment les mauvais garçons plus que les bons. C'est maintenant l'heure pour le héros d'arriver, mais la personne qui joue le rôle n'est pas là. C'est alors qu'un groupe de personnes en costume pathétique, qui se font appeler Red Shine, arrive. Tout le monde est confus car personne n'a jamais vu ces gars-là auparavant. Kutaru s'énerve et commence à les confronter pour leur arrivée soudaine. Il les force à quitter la scène et leur crie dessus pour s'être habillés comme des cinglés. C'est alors que les vrais héros du spectacle arrivent, tandis que l'équipe Red Shine réalise que le professeur leur a donné la mauvaise information, car ce n'était pas une attaque des terriens, mais un spectacle normal pour enfants. Une fois le spectacle terminé, Kiriya ramène l'un des enfants à son père, demandant à Kutaru de s'occuper des autres. D'un autre côté, Shizuka et la personne jouant le héros s'excusent de leur arrivée tardive, car le costume du héros s'était accidentellement déchiré. Ils essaient ensuite tous de discuter des véritables identités de Red Shine, et personne ne semble savoir qui pourraient être ces gens. Sur le chemin du retour, tout le monde remarque Kyrial travaillant avec d'autres pour nettoyer le quartier. Sunny pense que Kyrial pourrait faire son premier pas vers l'invasion, car tous ceux qui semblent l'aider sont des terriens. La nuit, Kyrial est chez elle lorsque le chef l'appelle et lui demande une mise à jour. Apparemment, le chef est son père et elle lui fait savoir que le plan A fonctionne sans accroc et que leurs gens aident l'association de quartier dont les membres les ont accueillis à bras ouverts. Pendant ce temps, le plan B est de prendre le contrôle de la chambre de Kutaru, mais de nombreuses autres factions se la disputent et deviennent un obstacle. Le chef dit à Kiriya que si le plan A échoue d'une manière ou d'une autre, ils devront passer au plan B et obtenir la chambre de Kutaru par la force. Le chef demande ensuite à Kiriya de rentrer chez elle et d'épouser quelqu'un car cela renforcera la loyauté de leurs partisans. Cependant, Kyrial refuse et informe son père qu'elle ne peut pas faire cela.
Du moins pour l'instant. Le lendemain, Harumi est heureuse après avoir pensé à Kutaru, la traitant de mignonne pendant le spectacle. Soudain, Kutaru arrive et lui demande la raison de son bonheur. Elle parvient à changer de sujet et dit à Kutaru qu'elle est heureuse d'aider le quartier et qu'elle a l'impression de faire partie de la ville. Sur le chemin du retour, Kutaru rencontre Kyrial qui fait les courses pour leur maison. Il décide de l'aider et remarque que tout le monde dans le quartier semble la connaître et lui témoigne sa gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour eux. Une fois leurs courses terminées, ils se reposent un peu tous les deux. Kutaru demande à Kiria si elle ne veut pas envahir la surface, mais plutôt en faire partie. Kiria dit à Kutaru qu'elle a peut-être tout fait pour gagner sa confiance, mais Kutaru répond qu'elle n'était pas du tout amicale avec lui au début et qu'elle ne serait pas comme ça si son but était de gagner sa confiance. Kiria demande ensuite à Kutaru de libérer son emploi du temps, car elle veut visiter un endroit avec lui. Finalement, le week-end arrive et Kiria l'aide à s'habiller pour leur petit rendez-vous. Une fois prêts, ils partent tous les deux tandis que toutes les filles les regardent avec surprise. Ensuite, Ruth émet l'hypothèse qu'ils sont allés à un rendez-vous, choquant tout le monde, y compris Yurika, qui est en colère contre lui de ne pas avoir choisi Harumi. Ruth commence alors à suivre leur position et tout le monde décide de les espionner pour savoir si Kiria a commencé à hypnotiser le garçon assoiffé en utilisant ses talents. Kiria et Kutaru arrivent enfin au parc d'attractions et Kyrial mentionne qu'elle a visité le même parc il y a 10 ans. Au même moment, toutes les autres filles sont également arrivées au parc d'attractions et commentent à quel point Kutaru est un homme indigne de confiance. Il commence le tient par monter dans la tasse tournante et tout ce sur quoi Kutaru peut se concentrer, ce sont les poupées dans la tasse à côté d'eux. Ensuite, ils essaient là de plusieurs attractions et finissent par aller voir un film. Yurika craint que Kutaru ne profite de l'obscurité pour s'amuser avec la jolie fille, mais Tiamilis a préparé un drone de surveillance pour ce genre de situation. Les filles remarquent alors que Ruth n'est pas présente avec elles et aperçoivent la publicité géante pour le scarabée rhinocéros juste devant elles. Apparemment, l'émission télévisée avec l'homme rhinocéros a lieu et Ruth arrive sur scène et commence à combattre les autres héros après s'être déjà occupée de l'un d'eux. Par coïncidence, Shizuka est l'une des super-héroïnes et décide de combattre Ruth, sinon elle pourrait bien devoir dire adieu à son salaire. Une fois le film terminé, ils reçoivent tous deux une carte qui ressemble à celle que Kiria conserve. Elle l'avait aussi obtenue il y a 10 ans, lorsqu'elle avait visité cet endroit avec la personne qu'elle aime. Ensuite, ils montent tous les deux dans la grande roue et Kiria y saute de la même manière qu'il y a 10 ans. Pendant leur tour de grande roue, Kiria explique qu'elle s'était disputée avec son père il y a 10 ans et qu'elle s'était enfuie de chez elle. Elle est venue à la surface et a rencontré la personne dont elle est ensuite tombée amoureuse. Tout ce dont elle se souvient, c'est que la personne était un adolescent et qu'elle l'appelait Oni-chan. C'est exactement la raison pour laquelle elle s'est portée volontaire pour commander l'invasion de la surface, car cela pourrait lui donner une chance de rencontrer son premier amour une fois de plus. Elle veut régler les choses pacifiquement au lieu de transformer la ville où elle l'a rencontré en zone de guerre. De plus, la raison pour laquelle elle a pris les choses lentement et n'a pas pris la chambre de Kutaru de force, c'est qu'elle voulait qu'il résiste. Si elle avait pris la chambre pour elle-même, les terriens révolutionnaires l'auraient pris comme une invitation à envahir la surface de force. Kutaru dit alors à Kiria qu'il aurait tout fait pour l'aider si elle avait expliqué ses circonstances plus tôt. Kutaru profite ensuite de l'atmosphère romantique et drague Kiria, lui faisant savoir qu'aucun homme ne peut résister à son charme. Elle rit de lui et fait savoir à Kutaru que des compliments comme cela feront la journée de n'importe quelle fille. D'un autre côté, les filles trouvent Ruth inconsciente sur un banc et après s'être réveillée, Ruth dit à tout le monde qu'elle a déjà oublié ce qui s'est passé. Avant de partir, Kutaru et Kyrial sont sur le point de monter dans les montagnes russes quand soudain, le sol commence à trembler. Soudain, un sous-marin émerge du sol et Kyrial le reconnaît comme un sous-marin des terriens. Une personne nommée Tayuma sort du sous-marin et fait savoir à Kyrial qu'il est là pour envahir la Terre et sauver les terriens du leadership embarrassant de Kyrial. Pendant ce temps, les filles les découvrent aussi et se dirigent vers eux pour les aider. Yurika se transforme également en Magical Girl et lance un sort pour protéger les personnes présentes dans le parc. Les hommes de Tayuma pointent leurs armes sur Kiria et il lui dit qu'il peut facilement imputer sa disparition aux habitants de la surface. Cela dit, ils ouvrent le feu, mais les poupées arrivent au moment parfait et après avoir protégé Kiria, elles attaquent les hommes de Tayuma. Étonnamment, il a un atout dans sa manche et fait apparaître un robot géant pour combattre les poupées de Kiria. Kurama et Kurama semblent avoir du mal à se défendre de l'attaque du robot. Tayuma dit à Kiria qu'il est conscient de son obsession pour les montagnes russes et qu'il prévoit de les écraser complètement pour qu'elles lui servent de pierre tombale. Au moment où il s'apprête à donner l'ordre au robot, Kutaru intervient et lui donne un coup de poing dans son vieux visage laid. Cependant, son acte héroïque prend fin lorsque les hommes de Tayuma le frappent par derrière et le jettent du sous-marin. Kutaru s'accroche à peine au bord du sous-marin et le robot s'active pour attaquer Kutaru. Heureusement, Tiamilis arrive au moment parfait et attaque le robot, annulant son attaque. Kutaru finit par perdre prise et commence à tomber, mais Ruth réussit à le sauver en utilisant ses pouvoirs. Sani et Shizuka rejoignent également le combat. Heureusement, Tiamilis avait apporté l'épée de Kutaru et la lui donne. Cela dit, toute la bande est présente et prête à affronter les envahisseurs.
Le robot libère alors de multiples robots plus petits et tous commencent à s'occuper des petits robots pendant que Tiamilis combat le grand. Ses attaques vainquent le robot et le font tomber au sol, mais heureusement Kyrial arrive et lui assène un coup de poing, l'empêchant de détruire le parc. Tayuma utilise ensuite une bombe fumigène, mais Sani possède Kutaru et lui donne une vision qui lui permet de trouver la position de Tayuma même à travers la fumée. Même après sa défaite, Tayuma n'abandonne pas et prévoit de faire exploser le robot avec tout le parc d'attractions. Kiria ordonne aux poupées de déployer un bouclier à puissance maximale et Yurika leur prête main forte, ce qui leur permet de contenir l'explosion. Cet homme minable sort alors une arme, mais Kiria l'attaque avant même qu'il ne puisse faire le moindre geste. Après leur victoire, Kiria informe Kutaru que le gouvernement pourra étouffer l'affaire, étant au courant de l'existence des terriens, mais le cache aux habitants. Avant de quitter le parc, Kutaru dit à Kiria qu'ils sont amis et Kiria refuse, lui faisant savoir qu'ils ne sont pas seulement amis, mais de meilleurs amis. C'est le matin. Ruth et Kiria préparent le petit déjeuner tandis que Tiamilis essaie de se réveiller, n'arrivant pas à s'habituer à la drôle de position de sommeil de Sandy. Ensuite, elle tente de réveiller Yurika mais celle-ci ne bouge pas d'un cil. Tiamilis essaie de s'amuser un peu et commence à la chatouiller mais cela n'a aucun effet sur elle. Kurama et Kurama arrivent et se mettent à sauter sur Yurika, ce qui réveille Koderu. Cela fait déjà 3 saisons que les filles ont envahi sa chambre. À l'école, Ruth interroge Kiria sur Noël, car elle ignore tout de cette célébration et les discussions à ce sujet la rendent curieuse. Yurika arrive et leur dit que Noël c'est quand on mange du poulet et du gâteau, mais Sani n'est pas d'accord et leur dit que le Père Noël apporte des cadeaux aux enfants. Tiamilis n'est pas vraiment d'accord avec cette histoire de cadeaux car il lui semble très dangereux d'accepter quoi que ce soit d'un inconnu. Shizuka se joint à la conversation et les informe que Noël c'est quand les couples deviennent tous mielleux l'un envers l'autre. Yurika ajoute qu'on peut aussi passer la journée avec ses amis et sa famille. Sani suggère d'organiser une fête mais Tiamilis n'est pas d'accord car elle veut répéter pour la pièce à venir. Plus tard, Harumi rentre chez elle quand elle remarque Kutaru, déguisé en Père Noël, distribuant des prospectus aux gens. Elle lui vole son chapeau et le met elle-même, ce qui pousse Kutaru à la trouver mignonne. Il dit ensuite à Harumi qu'il pourrait avoir besoin de son aide pour quelque chose. De retour à la maison, il n'arrive pas à croire que Kaworu ait commencé un autre travail alors qu'il a beaucoup de répétitions pour la pièce à venir. Apparemment, il n'a même pas dit à Kenji la raison de son travail, ce qui lui fait penser que Kaworu pourrait économiser de l'argent pour s'offrir un rendez-vous galant. Entendre cette déclaration rend Ruth furieuse car elle ne peut pas croire que Kutaru prévoit un rendez-vous et qu'il sèche les répétitions. Au même moment, Kutaru rentre à la maison et est confronté par Ruth pour avoir pris un travail à temps partiel. Il explique alors que ce n'est qu'un petit boulot de 3 jours et qu'il n'y a aucune raison particulière derrière le fait qu'il ait accepté ce poste. Les filles n'y croient pas et continuent de poser des questions et Koftaru prétexte vouloir l'argent pour le nouvel an. Voyant que les filles ne le croient toujours pas, Kiria l'aide en faisant savoir à tout le monde qu'ils sortent ensemble. Cette déclaration finit par choquer Ruth et Yurika, mais Tiamilis et Sanizi, par leur jeu d'actrice, affirment qu'ils mentent évidemment tous les deux. Cela détourne l'attention de tout le monde et ils commencent à se concentrer sur la nourriture sur la table. Kutaru remercie Kiria pour son aide et tout le monde commence alors à savourer la nourriture. Le lendemain, Kutaru apporte un sapin de Noël pour la salle du club et dit à Harumi qu'il a réussi à l'acheter avec l'argent de son travail à temps partiel. Harumi a aussi apporté des décorations et a hâte de voir les sourires sur les visages de chacun. Finalement, c'est la veille de Noël et après la fin des cours, Kutaru demande l'aide de Kenji et lui dit d'amener tout le monde à la salle du club. Ensuite, Kutaru revient après avoir acheté des choses pour la fête quand Harumi arrive en courant et lui fait savoir qu'ils ont eu des problèmes. Apparemment, des étudiants avaient déjà obtenu la permission d'utiliser leur salle de club pour leur propre fête et ils n'ont d'autre choix que de trouver un autre endroit. Harumi lui donne l'idée d'utiliser sa chambre et il rentre en courant, se demandant pourquoi il ne l'a pas utilisée dès le départ. De plus, il pense à toutes les filles en commençant par Sami et à quel point elle est comme une petite sœur. Tiamilis a aussi changé pour le mieux et il ne verrait pas d'inconvénient à la servir comme vassale. Ruth est l'incarnation même du dévouement et il est heureux de l'avoir dans sa vie. Même si Yurika était un peu fiable au début, elle était tout de même assez dévouée pour prendre un coup pour n'importe lequel d'entre eux. Enfin, Kutaru sent qu'il peut parler de tout avec Kiria et la considère comme sa meilleure amie. Cela dit, il arrive enfin chez lui juste pour découvrir que toutes les filles lui ont déjà organisé une fête. Elles lui souhaitent un joyeux Noël et parlent de la façon dont leur plan s'est déroulé mieux que prévu. De plus, Kenji arrive et informe Kutaru qu'il fait aussi partie de leur plan. Il voulait l'aider mais ne pouvait pas décevoir les filles car il est un homme cultivé au fond de lui. De plus, Shizuka et Harumi font aussi partie du plan et cela anéantit Kutaru, lui donnant l'impression que tous ses plans et ses préparatifs n'ont servi à rien. Cependant, les filles lui disent de ne pas se fâcher car elles ont apporté le sapin qu'il avait acheté ainsi que le gâteau qu'il voulait apporter pour la fête. Plus tard, tout le monde profite de la fête et Kutaru commente à quel point les filles l'ont bien eu. Sani demande ensuite à Kutaru de manger du poulet et il accepte, la laissant y goûter aussi. Une fois la fête terminée, Kutaru raccompagne Harumi à la
gare et plaisante sur le fait qu'il ne lui pardonnera pas sa trahison. Il met ensuite le bonnet de Père Noël et lui offre un cadeau qu'il a fabriqué lui-même. Étonnamment, il a réussi à tricoter une écharpe tout seul, et même si elle n'est pas parfaite, il demande à Harumi de l'accepter. Soudain, les cheveux d'Harumi deviennent blancs aussi, et elle commence à agir comme une princesse tandis que Kotaro joue le rôle du chevalier bleu. Elle lui offre une épée en cadeau qu'il accepte gracieusement. De retour chez elle, les filles pensent que Kotaro n'a toujours pas retrouvé la vérité à leur sujet et prévoit d'attendre, car il a encore des endroits à visiter et des gens à rencontrer. C'était tout sur Kotaro et les filles. Vont-elles vivre paisiblement ensemble ou continuer leur bataille pour voler la chambre? Commentez Envahisseur ci-dessous et dites-nous si vous avez aimé regarder la série. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.